Bonjour, ici Steve Ray. Bienvenue à cette présentation de Flashback en direct de la superbe brasserie La Ripaille de Repentigny. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame et comme vous le savez, c'est l'émission où tous les sujets seront explorés. Nous sommes disponibles sur Facebook, sur les différents sites qui sont multiples. Une émission bien remplie pour vous aujourd'hui concernant notre troisième invité. L'achat d'un véhicule usagé est une décision qui demande certaines précautions afin d'être conseillé sur les points les plus importants à observer avant d'acheter. Nous recevrons un spécialiste de la question étant propriétaire de l'atelier de mécanique bien connu Fast Tuning de Repentigny, Maxime Cannon. Et concernant notre deuxième invité, son expertise question santé mieux-être est incontestable, lui qui a notamment été ex-champion culturiste et entraîneur de haut niveau. Nous allons évidemment parler d'entraînement, d'alimentation, de santé et de son parcours. Nous recevrons donc pour la deuxième période un expert en la matière, un coach en transformation physique, Larry Vinette. Mais tout d'abord, sans plus tarder, notre premier invité, il est déjà DJ professionnel et en demande depuis plus de 10 ans. Lui qui ne fait pas son âge et son dynamisme et son entre-gens se reflètent dans sa musique appréciée de son public. Lui qui est de Québec. Et rapidement, il s'est imposé sur la scène du nightlife et pour nous parler de sa route, de ses vues et opinions, avec nous un DJ tout en énergie, DJ Nuke, Dave Vézina. Bonjour Nuke. Hello, mon Stevie. Ça va bien? Yes, toi aussi? Ben oui. C'est un compliment pour l'émission que tu viennes de si loin parce que tu as fait le trajet Québec-Repentigny pour venir nous voir et je t'en remercie. On va parler de ton nom de DJ. On va entrer dans le vif du sujet que je trouve pas mal cute pour employer une expression québécoise, mais je pense qu'il faut avoir la nuque solide justement pour faire face à ta musique, et ce qui explique l'appellation choisie. Yes. Je l'explique Ben au oui, salon. certainement. C'est très simple. Je suis un 85 Kids. Je suis né dans les années 80. Il y avait un film populaire dans le début des années 90. Et le deuxième film a été lui qui a pogné le plus, qui était Robocop 2. Dans Robocop 2, c'est pas pour faire la promotion de la drogue, loin de là, mais il y avait une drogue et les gens se rentraient ça dans la nuque. Et moi et mon petit frère, et même mon père et ma mère, on déconnait. Nuke, je vais te nuke. C'est resté. Et c'est resté quand j'étais en tournée, puisque, comme tu sais, je suis musicien, j'ai 25 ans de drum en arrière de la cravate avant d'être DJ animateur. J'étais en tournée avec les boys, je commençais tranquillement mes démarches pour devenir DJ, et je voulais m'appeler DJ Levez. Et on m'a déconseillé ça. Toi qui as fait de la radio, tu as sûrement connu Levez à Québec? Oui. Levez. C'est que ça sonne pas aussi bien que DJ Nuke. Et c'était les deux arguments. Les boys disaient, tu sonnes un peu gars de radio, il me semble que c'est un DJ que tu veux être, et ça fait plus chansonnier de fond de rang de campagne. C'est rien contre les campagnes. Donc, ils m'ont dit, pourquoi pas David Nuke? Ça fait plus international. Alors, j'ai pris ça. Et, exactement. Et je veux, puisqu'ils vont peut-être écouter l'émission, ils m'agacent souvent en me disant, Dave, si t'aurais pas appelé David Nuke, mais Levez, t'aurais jamais eu une carrière comme tu as là en ce moment. Donc, on sait jamais. Donc, c'est ça. Donc, voilà l'explication. Robocop 2, on remercie Alex Murphy. Mon cher Dave, toi qui manifestement es rempli d'énergie, tu t'entraînes notamment 6 jours par semaine et de ton propre aveu, tu es hyper actif. Est-ce que la personnalité du DJ se reflète sur sa musique en général? Oui. Je pense que oui, mais je te pose la question. Oui. Et surtout, comment il va bouger, comment il va communiquer son entertainment, Parce que le toi, party. tu te déhanches. Moi, c'est tout ou rien. Puis rien, tu ne peux pas dans ce domaine-là, donc je donne tout. Je peux suer 2-3 fois sur la même prestation, mais à la fin, je sais que j'ai donné le max. Puis, comme un joueur de hockey. Exactement. Dave, l'avenir du DJing, on en a parlé en pré-entrevue. Tu ne semblais pas nécessairement très optimiste. Tu disais que pour le DJ, ça va beaucoup passer par l'événementiel, les mariages, les parties privées. J'aimerais que tu développes un peu sur cette idée. Bien, comme on le sait tous, puis toutes les personnes ici présentes, les débuts des années 2000, ça a été encore quand les clubs marchaient bien, mais on sentait un essoufflement. Et depuis 2010, je pense... Et la COVID, ça a été la cerise. La COVID, oui, en 2020 et 2021, mais tu sais, depuis 2010, je crois, les clubs fermaient, tombaient comme des mouches. Donc, pour en avoir parlé avec plein de personnes qui drivent bien leur business dans l'événementiel, exemple Dominique Perrault, que tu connais très bien, pour qui je travaille bien, on fait beaucoup de discussions, on se dit, OK, là, tu sais, les clubs ferment, donc si tu veux continuer à t'amuser en tant que DJ et vivre de ça, c'est que tu transportes ton côté club, nightlife, dans les mariages, où qu'on s'amuse autant, même sinon plus, peut-être, je crois. Donc, c'est par là, oui, que la courbe a pris, puisqu'au Québec, c'est ce qu'on vit beaucoup. On n'est plus
c'est là, des fois, peut-être qu'on voudrait se retrouver en Europe pour que l'Europe, ça cartonne à fond encore dans les clubs. Donc, tu n'es pas nécessairement optimiste pour la reprise du nightlife? Pour revenir à ce qu'on a connu? Pas pour là. Je l'espère beaucoup. Quoi qu'on dit que tout est une roue dans la vie, donc ça revient. Mais là, on dirait qu'on ne voit pas de lumière au bout du tunnel. Ça stagne un petit peu. On voit même pas le tunnel, oui, exactement. Mais vivement l'événementiel pour nous, là, oui. Mon cher Newk, comme je le disais en présentation, tu ne fais pas ton âge, mais tu vas avoir 40 ans. Est-ce que pour toi, vieillir, c'est un sujet tabou? Et à quel moment un DJ est vieux? Je pense que vieillir, pour moi, c'est un sujet tabou. J'ai la chance de me faire donner encore 10-15 ans de moins de ce que j'ai l'air, de l'âge que je vais avoir. Tu te fais carter? Mais oui, des fois. Mais ce que je dirais pour répondre à ta deuxième question, jusqu'à quand qu'un DJ peut... À quel moment on va dire il est vieux? J'ai toujours dit, écoutez-moi bien, et tous les DJ qui vont écouter en ce moment, je pense, vont être d'accord. À partir du moment que tu es lucide et que tu es moindrement capable de tenir sur tes jambes, mais encore là, pour faire hommage à lui, DJ Pods, qui est un de nos amis DJ, il est en chaise roulante depuis très longtemps et il vire sa bosse aussi bien que nous, sinon plus. Donc, je pense que tant que tu as ta lucidité, que tu as les oreilles et que tu veux, tu peux faire ça jusqu'à... Et Pods est venu à l'émission, justement. Pods est venu. Peut-être que tu es vieux, c'est quand tu vas te faire dire le vieux classique, quand est-ce que tu vas mettre de la bonne musique? Ouais. C'était un indicatif. Peut-être, oui. On va parler maintenant du métier de l'intérieur un peu. Le métier de DJ demande constamment d'être sur le piton, le qui-vive musical. Oui. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben c'est vrai de ça. Si je peux reprendre Tribe, que tu as eu en entrevue, que j'ai écouté en m'en venant ici. Qui a joué aussi dans Flashback. Oui, ben exactement, c'est ça. Puis qui disait, c'est beaucoup la recherche musicale. Donc, la seule chose que tu as à faire, c'est à te garder dans la recherche musicale, dans le qui-vive. Mais c'est un plaisir en soi. C'est peut-être même ça qui doit faire sentir qu'il y a bien des DJ qui ont 5 ans d'expérience comme Tribe. Oui, ils savent qu'ils ont de l'âge, mais tu restes jeune en dedans. Puis ici, parce que t'es au bout du jour. Oui. Puis pour avoir parlé avec des DJ que ça fait longtemps qu'ils ont délaissé le truc, ils font va falloir que je m'y remette ou peux-tu m'aider? Là, je suis plus dans le coup puisque tu tiens pas à jour. Donc oui, il faut que tu tiennes à jour. C'est la job en soi d'être DJ. Là, toi qui es un gars de rave, ce qui t'a amené à la musique électronique, dans ton cas, il peut y avoir plusieurs raisons. Pourquoi être DJ? Pourquoi la musique en club? Parce que ça m'intéressait beaucoup. Après ma carrière, on dit que les passions changent. Fait qu'au bout de ma carrière de drummer, je me suis beaucoup intéressé au DJ vu que j'allais des after hours et aller voir des grands DJ donner des gros shows avec beaucoup d'énergie. Ça m'intéressait. Donc, c'est la tangente que j'ai prise. Au début, j'étais convaincu que ça allait être plus simple. Et je me suis frappé un mur en disant « OK, voici vraiment qu'est-ce qu'est la job de DJ. » Mais j'ai pas lâché. Puis maintenant, comme je t'ai expliqué en pré-entrevue, quand ça fait un certain temps que tu fais ça, que tu es en total contrôle, c'est la plus belle des jobs que tu peux pas avoir. Fait que, tu m'as confié qu'au début, un de tes objectifs, c'était de jouer un jour au Dagobert. Oui. Mais finalement, ça a changé, parce que le Dagobert à Québec, c'est une grosse classe. Oui. Tu n'as jamais joué au Dagobert, finalement? Non. Je suis bien en connexion avec l'ami qui joue là, mais j'ai pas eu la chance encore. Newk, dynamisme et entre-gens, je pense que ça saute aux yeux. Tu te définis comment dans ton style et ton approche à titre de DJ? Bien, très énergique, très gentil aussi. Et ça, c'est pas de la prétention, c'est que tu te dois d'être gentil. Tu te dois d'être... Quand les gens viennent me voir... Si t'aimes pas le monde, t'es pas à bonne place. C'est ça. Puis quand les gens viennent te voir dans un resto-bar, c'est d'être très, très ouvert. Des fois, les gens disent « Hey, c'est quoi la chanson que tu as jouée? » Bien, je vais être du genre à faire « Prends-la en photo avec ton téléphone, viens me trouver sur les réseaux sociaux et je te l'enverrai par mail si tu ne veux pas. » D'être très, très dans le partage et dans l'inclusion, je pense que c'est la meilleure attitude à avoir. Exact. Au lieu d'être un petit peu rough and tough puis de vouloir faire ta petite chose comme DJ, tu te peintures dans le coin si tu fais ça. L'étape qui va tuer un DJ, c'est quand il tombe à se croire. Oui. Et là, ça fait absolument un désastre. Donc, depuis 2013, à l'âge de 30 ans, tu es DJ. Tu as pratiqué 1 an, tout simplement. Tu as pris quelques cours et là, bang, ça a vraiment parti en flèche. Et comme tu le disais en début d'entrevue, tu es 25 ans comme drummer. En quoi est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que c'est une question de rythme? Énormément le rythme et la logique musicale et de comprendre les mix. Ayant fait différentes sortes de musique, de styles musicaux, ben, les mix de drum, d'instrumental ne seront pas pareils. Fait que c'est ça qui m'a fait comprendre bien des choses. Le rythme, automatiquement, oui, tu ne peux pas rentrer. Tu peux rentrer ou sortir où tu veux dans un mix de chansons, mais c'est à toi les oreilles, et c'est le cas de le dire. Tu vas voir que ça passe peut-être moins bien dans d'autres oreilles que d'autres. Fait que ce côté-là m'a amené à que ça soit clutch, timé tout de suite.
Parce qu'un drummer qui joue au métronome, qui drive des groupes... c'est la base du band. T'es chef d'orchestre. Ça et la bass, c'est le... C'est ça. Fait que ça n'a pas le choix de locker ensemble. Je pense que c'est ce qui m'a énormément aidé. C'est le même que je l'explique quand je dis aux gens. J'ai vu, ça n'a pas été long. J'ai travaillé fort, mais j'avais la logique musicale. Puis vous remarquerez beaucoup, t'es pas obligé d'être musicien avant d'être DJ. Mais pas mal, tous les DJ que je connais, à 90%, ont joué des instruments avant. Moi, j'aime dire qu'un DJ, c'est un musicien et son instrument, c'est sa console. Je veux dire, c'est tout simplement ça. Ta première chance professionnelle, c'est au Resto-Bar Saint-Hubert à Val-Bélair de Québec durant 2 ans. Et sur ta liste des endroits où tu as joué, 2015, la Cage à Le Bourgneuf. Tu as joué au Savigny, le Jack Saloon sur la rue Grande-Allée. Et tu as fait les 3 Shakers, soit Charlebourg, Sainte-Foy, Lévis. Tu as travaillé au Midnight Blue, une discothèque, et ça pendant 4 ans. Mais je pense que tu as terminé au Midnight Blue. Oui, pour l'instant, puisqu'on parlait du nightlife tantôt, les thématiques changent. Genre, des fois, un tenancier de bar il peut faire... Écoute, Dave, on va juste mettre de côté. Les dates, je vais essayer d'autres choses. C'est ça. C'est pas toi, mais là, ça ne fonctionne pas. Fait que, il y a assez d'autres trucs. Mais on est sur le listing encore. Ils savent que je suis à portée de main n'importe quand. Justement, on est dedans. Je vais te poser la question. Qu'est-ce qui fait le succès et l'attrait d'un club? Personnellement, je crois que c'est beaucoup l'atmosphère, le décor, parfois au-delà de la musique, autant. Mais selon DJ New, qu'est-ce qui fait le succès d'un club? Qui est des gens dans le dit club, tout simplement. Alors, c'est pour ça que des fois... Tu veux dire que la foule attire la foule? Puis vous le savez, puis il me semble, c'est ce qui est triste et universel. T'auras pas avoir un beau club, le DJ qui joue des bons morceaux. Si tu rentres, puis il n'y a pas personne, il y a 2-3 personnes, les gens virent de bord. Ouais. C'est ça le fléau, c'est triste, mais c'est ça. Donc, un club bondé, ça fonctionne. Chez toi, l'influence musicale parentale est très palpable. Je pense que chez tes parents, il y a une grosse famille. Ta mère avait 19 frères et sœurs. Oui. Comme tu me le disais, des chanteux, des gens d'énergie. Ça faisait des beaux parties de Noël, spécialement au jour de l'an. Oui. Ça a eu vraiment une influence pour toi, ça c'est certain. Oui, tout à fait. Poser la question, c'est y répondre. Exactement. Puis avec une famille comme ça, c'est encore plus facile de faire passer. Hey, je joue d'un instrument. Oui. Peut-être avec une famille un peu frigide qui n'aime pas la musique, là, ça se peut que ça passe pas. Et ça aide à l'entre-gens aussi. Oui, exactement. C'est ça. Dans tes styles favoris, j'aimerais te questionner là-dessus parce que tu m'as parlé du new disco. Et le disco, même si parfois c'est un terme qui est un peu même ridiculisé, c'est la base du dance music. Quels sont tes styles favoris, justement? Et j'aimerais que tu me nommes 1 ou 2 chansons qui représentent l'art du DJ, qu'éventuellement, dès qu'il va faire jouer ce tube, il sait qu'il va y avoir des gens qui vont aller vers la piste de danse, que tu aimes particulièrement. Je te disais qu'il y avait beaucoup de retouch, de remix, de classiques mieux refaits, aussi niaiseux que Sweet Caroline par Block and Crown. L'artiste Block and Crown est après faire tout le catalogue musical des Everybody, More and More. Fait que t'es dans le disco, mais ça a des touches disco house, donc c'est fun pour les plus jeunes parce que ça sonne cool, ça se mixe très bien et le son est à la perfection. Sans rien enlever aux années 70-80, il n'y a pas personne qui va me faire croire que ça sonnait mieux dans le temps que maintenant, côté rendement sonore. Disons que ça a changé beaucoup à partir de 2000. Et comme tu me le disais en pré-entrevue, là, on joue beaucoup de 2010 à 2015. C'est ça. On va y aller à une question maintenant par rapport aux préjugés concernant le DJ. Les DJ spécialement plus jeunes sont des gars faciles et ils jouent beaucoup pour pogner. Est-ce que c'est vrai, ça? J'ai ma petite idée là-dessus. Là. Non, c'est très un cliché, mais ça ne peut pas fonctionner ensemble si tu fais ça dans ce but-là. Je te souhaite de te péter la gueule. C'est pas la base, disons. Non, c'est pas la mission, c'est pas le chemin que je C'est les petits cadeaux qui viennent avec la fonction. C'est ça, mais il faut que tu le travailles. Faut que tu l'aies mérité, mon Stevie. Dave, ça c'est un beau compliment. Dans tes modèles de DJ, tu as mentionné Dom Perrault et DJ Skittles, qu'on salue. Je veux dire, c'est gentil pour eux. Ils ont eu beaucoup d'influence sur ton style et je pense qu'ils t'ont aidé. Maintenant, la question qu'on se doit de poser à chaque DJ, parce que j'essaie d'être créatif en recevant des DJ fréquemment, mais celle-ci, elle est incontournable. Est-ce que la musique était meilleure avant? Maintenant qu'on est dans une ère du remix qui donne l'impression que tout a été dit, tout a été fait. D'une certaine façon, oui, comme je t'avais répondu. C'est ce qui est bien et qui fait hommage à la bonne musique d'avant, si je peux dire ça comme ça. C'est exactement les DJ d'aujourd'hui qui retouchent ces chansons-là sans les débaptiser et qui font des meilleurs sons à faire jouer dans nos mariages, dans nos clubs et tout.
Donc, oui, à quelque part. Là, je confirme qu'on est vraiment dans une ère, je trouve, du recyclage, ouais. du retouchage, Beaucoup. même s'il y a de la nouveauté. Ouais. Je pense qu'on vient saturer dans les options de cordes ou de notes. C'est la même chose au cinéma. Oui. Très bel exemple. Hein? Nuke, personnellement, qu'est-ce que la musique t'apporte en premier encore à ce jour? Ben, les émotions que ça peut amener, les émotions que ça peut amener, mais surtout en tant que DJ, l'effet que tu sais que ce que tu amènes en Créer de beaux moments. Oui, créer de beaux moments. Et quand tu enchaînes, puis que tu as de l'amour dans tes événements, partout que je viens dans mes restos-bars, moi, je fais pas ça pour demander. Mais quand les gens viennent nous voir... Tu fais pas ça pour le vedettariat, là. Non, puis on se fait donner de l'amour. Moi, ce que je dis toujours humblement, c'est, savez-vous quoi? Je gagne super bien ma vie. Mais le meilleur pourboire, le meilleur tips, c'est pas un tips de 200 $ de des mariés après un mariage. C'est le petit couple qui vient de me voir, puis je sais qu'il était très différent peut-être de la moyenne d'âge, puis qui me dit « Hey, c'est bon ce que tu as fait jouer. » Donc, elle, là, la paye vraiment beaucoup. Fait que c'est pour ça que je le fais. L'appréciation. C'est pour ça que je le fais, oui, exactement. Dave, qu'est-ce qui fait la crédibilité d'un DJ? À quel moment un DJ peut dire qu'il est établi? Quand il y a des contrats récurrents. Beaucoup de travail, ben, c'est un indicatif. Quand il se présente bien, c'est niaiseux, là, mais tu sais, t'es pas obligé d'être un Brad Pitt, mais prends soin de toi, puis montre que tu sais très bien ce que tu fais. Ah non, il y en a des barbus, mais oui, à quelque part, mais c'est un ensemble de tout, tu sais, mais je pense que c'est de bien se présenter, puis c'est ça, de connaître connaissez vos machines, connaissez vos trucs. Le monde pense trop que c'est facile. Mais c'est pas à cause des machines que tu achètes que tu vas être un bon DJ. C'est... non. Mon cher Nuke, autre question obligatoire concernant les demandes spéciales. Es-tu le DJ qui dit « Moi, je suis pas un jukebox » ou les demandes spéciales, pour toi, tu es très ouvert à ça? Vous êtes-vous prête à ma nouvelle quote, Dave Nuke, qui marche bien et qui rassure mes mariés comme hier soir? Je n'ai pas rassuré mes mariés, mais mon nouveau call, c'est ouvrir les guillemets. Ce soir, mesdames, messieurs, vos demandes spéciales sont mes demandes spéciales. C'est juste pour de leur faire sentir que je suis là, je vais les prendre. Par contre, comme j'explique des fois à mes mariés ou à mes clients, j'ai assez d'expérience. Non, mais j'ai assez d'expérience pour faire, OK, mais ton métal que tu veux qu'on se mette à la fin de la soirée, là, on vient de commencer à danser, on va attendre. Mais c'est comme ça que je le vois, moi. Puis je te l'avais dit en pré-entrevue, si tu penses que de faire à ta tête en tant que DJ en 2024, dans un party, ça va être gagnant, oublie ça. Ça va être difficile. Je te souhaite encore une fois de te péter. Et surtout même dans un club, parce que les opportunités de performer se comptent sur une main. Sont de plus en plus rares, tout à fait. Dave, en une phrase ou en un mot avant la pause, un club où tu as travaillé qui sera à jamais inscrit dans ta mémoire serait... où tu as vraiment vibré, parce que souvent c'est le premier endroit où on a joué, mais dans ton cas, le souvenir le plus imprégné serait... On l'a nommé tantôt, puis c'est ça, je pense que c'est la Midnight Blue discothèque. Ouais. La première fois que tu as un club plein, puis tu sais très bien où tu t'en vas, puis tu t'es fait chanter, mais que l'énergie, le retour d'énergie te rend totalement fou. Là. Ça, c'est la Midnight Blue discothèque à Québec. Là. Mon cher Nuke, nous allons prendre une petite pause. C'est fort intéressant, puisque je vous rappelle que vous regardez Flashback en direct de la superbe brasserie La Ripaille de Repentigny. Un endroit charmant, un personnel souriant, mais surtout accueillant, qui vous offre d'excellentes assiettes, et ce 7 sur 7. Et je vous recommande spécialement, c'est vraiment une spécialité ici, la fameuse pizza au four à bois, qui est délicieuse. Des spectacles de qualité, une atmosphère appréciée, de tout, pour tous les goûts. Et je vous rappelle que nous sommes situés au 358 Notre-Dame à Repentigny. La brasserie La Ripaille, une institution mythique, un endroit sympathique. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec un homme ayant le dance music dans le sang, DJ Nuke, Dave Vézina. Et quand on vous dit que la Ripaille, ce sont des spectacles et des événements de tout, justement, pour tous les goûts. Beaucoup d'activités, encore une fois, à la Ripaille ce week-end. Demain, jeudi, le chanteur de talent au répertoire varié, Anthony Mitchell, sera des nôtres. Il danse vraiment beaucoup sur scène. Il donne un excellent spectacle à chaque occasion. Le tout est gratuit, ça faut le mentionner, c'est fort important. Vendredi, le 20 septembre, dans 2 jours, ce sera au tour du duo Julie Curly et Sylvain Deschamps de divertir les gens avec plusieurs reprises de multiples succès. Et finalement, samedi le 21, dès 20h, à ne pas manquer, l'hommage aux Red Hot Chili Peppers avec le groupe Flashback. Et pour des billets, vous n'avez qu'à aller sur epasslive.com. Donc, la brasserie La Ripaille de Repentigny, c'est un resto, un bar magnifique, une salle de spectacle hors pair, un endroit qui sort de l'ordinaire. Maintenant, un mot sur un domaine très en vogue ayant connu une progression fulgurante au cours des dernières années, soit le tatouage. Quand le temps arrive de choisir un artiste tatoueur, le mot expérience inspire la confiance et
Voici ce qui vous attend chez Tatouage Rockstar. Il est difficile de faire confiance et de trouver le parfait artiste tatoueur, comme vous le savez, pour être reçu avec professionnalisme et gentillesse et pour que vos désirs et vos tatouages soient réussis avec finesse. Une seule bannière, Tatouage Rockstar. C'est situé à Repentigny, au 338 Notre-Dame. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 932-3090. Tatouage Rockstar pour la garantie d'un travail réussi. Mon cher Nuke, toi qui bouges beaucoup derrière la console, est-ce que les DJ sont devenus des acteurs? Et ce qui vient peut-être bonifier la performance? D'une certaine façon, oui. On n'embarquera peut-être pas dans les DJ sets de festival, des grands DJ de la planète, que certains disent des fois qu'il y a des pre-record mix, mais au moins les gars bougent en arrière. Moi, je prône vraiment à l'ancienne. Oui, bouge, mais tu mixes pour vrai. Mais je pense que plus que tu donnes un show, plus que tu sautes, plus que tu crains que les gens, je pense que ça va de soi. Tu sais, ayant fait de la scène longtemps, on se craquait toujours à dire, même étant jeune, on n'est pas les meilleurs, mais on saute partout sur le stage. C'est ce qui ramène un retour d'énergie. Fait que oui, nous sommes des acteurs, puis oui, faut que tu bouges, t'as pas le choix. Faut que tu grooves un peu ce que tu fais, sinon... si t'as l'air mort en dedans, c'est pas bon. Je t'ai pas vu aller en club, mais j'ai pas mal l'impression que tu crains pas mal les gens. Ouais. Dave, contrairement aux préjugés, plus difficile de performer devant un petit groupe qu'une grosse foule gagnée à l'avance? Oui, tout à fait. Puis je pense que tu m'avais fait on sent les pieds devant 20 personnes et pas devant 1000. C'est ça, c'est toi qui m'avais fait exactement. Puisque, même exemple que le Club Bondé. Le Club Bondé, tu ferais jouer n'importe quoi qui a le même rythme de ce qui vient de jouer. Et c'est facile. Quand tu as moins de gens, par contre, là, c'est... Oh oui. Si tu résumais tes 10 années jusqu'ici, 10 ou 11 ans professionnels, par une phrase ou un dicton, ce serait? À ce jour, je pourrais dire que cette passion-là, ce métier-là, si vous garochez là-dedans et vous prenez votre pied, je vous souhaite de vous ramasser à la même place que... Hey, là, c'est long, là, mais à la même place que moi, sur son X. Je regrette tellement pas le chemin que j'ai fait, mais là, j'en jouis, si je peux dire ça comme ça, puisque sans dire qu'on a une facilité, on sait très bien quoi faire, et on peut être assez prétentieux sans l'être en disant « je sais très bien ce que j'ai à faire, tu ne viendras pas me dire ce que j'ai à faire », fait que c'est... Je te comprends. C'est le résultat d'un beau parcours, puis je te l'ai peut-être dit, je pourrais mourir demain, mais je mourrais heureux. Je mourrais pas, mais je suis... Tu es dans la bonne chaise et tu es fier de ce que tu as accompli jusqu'ici. Question suivante, j'ai bien hâte de voir ta réponse. Consommer peu importe quoi et quelle quantité et jouer, performer, tu en penses quoi musicalement? Je pense que chacun va gérer ça dans sa cour comme il le faut. Mais c'est sûr qu'à la longue, avoir l'expérience, tu te rends compte d'avoir la tête froide ou encore comprendre ce qui se passe au bout de tes yeux. Donc, surtout nous, les DJ, dans un écran d'ordinateur, si tu te mets à chercher. Donc, je pense que tout doit être fait avec modération, mais encore là... Ça n'empêche pas d'avoir du plaisir. Non, exactement. Parce que les bières, les verres, ça vient de partout. Là. Exactement, c'est ça. À un moment donné, il faut quand même mettre un stop. Je pense que c'est le défi de ce job-là. Oui. C'est de se garder dire non aux tentations. On est dans l'abondance tout le temps. Fait que c'est de se garder en shape puis d'y penser à dire si je veux continuer puis prospérer. Faire attention à la boisson, à la drogue, au MTS. Il y a beaucoup de démons. Mon cher, manger aussi, oui. Mon cher Nio, qu'as-tu avant une soirée? Es-tu nerveux? As-tu un rituel d'avant-match? Je te dis, où tu y vas comme ça vient? J'ai pas de rituel. Je m'assure de courir tous les jours maintenant pour être, même si je suis un peu le lendemain de veille, pour que l'énergie me revienne durant mon contrat. Mais j'ai un petit rituel, oui, que je vais le mettre sur le même diapason que mes clients durant le souper. Okay. Et quand la danse part, ça me prend toujours mon petit Red Bull, double vodka. Ah, OK. Après ça, je tombe à l'eau, puis là, je sue mon eau. Fait que c'est un petit peu ça, je vous dirais. On dirait que c'est le moment où, quand je sais que la danse part... Une certaine discipline à travers ça. Oui, vraiment, il le faut. Je le répète, il le faut, sinon... non, tu passeras pas à travers. Ta santé va en prendre un sacré coup, ouais. On voit de plus en plus, j'ai remarqué ça, là, tu vois, mettons, à l'entrée d'un club, please respect the vibe, no phones on the dance floor. De plus en plus, je pense que ça va finalement arriver, ça, que plusieurs clubs vont interdire, peut-être pour le bien-être des gens aussi, parce qu'il y a des gens qui se plaignent de ça, spécialement les DJ. Qu'est-ce que tu penses de ça, une piste de danse où on n'aurait pas le droit au téléphone? Ben écoute, la piste de danse, je vais reprendre ce que tu dis. Bob Sinclair, pas mal tout le monde le connaît ici juste de nom. Il a fait un post dernièrement. Il trouvait ça triste. Il était dans un endroit où c'était ultra cool qu'il mixait et tout le monde était sur leur téléphone et les gens dansaient pas. Fait que
dans la discothèque, ça c'est un fléau, là. Ouais, c'est un fléau. Dans la discothèque, je laisserais les tenanciers de bar gérer ça comme ils veulent. Mais dans les festivals, peut-être un peu plus à la demande de l'artiste. Ouais, mais okay. encore là, on embarque Stevie dans quoi de très dur à contrôler. C'est dur de dire à tout le monde à l'entrée, tu me donnes ton téléphone, tu me donnes ton téléphone. Il faut que les gens soient d'accord. C'est ça, c'est ça. Mais peut-être que à la longue de le demander, puis que, qui sait, les DJ vont peut-être faire « Please, pouvez-vous juste l'éteindre puis vivre le moment? » Ça pourrait devenir, par contre, un nouveau trend. Dave, puisque nous sommes bousculés par le temps, quelques questions rafales pour terminer. Tu me réponds par un nom, un mot ou une phrase. Pourquoi le house semble être le style qui vieillit le mieux? Parce que c'est la suite du disco, un petit peu comme Tribe l'expliquait. Donc, c'est la base. Oui, c'est une excellente base qui va toujours faire bouger les gens à travers le temps, je suis pas mal sûr. Qu'est-ce qui fait une soirée réussie pour toi? Une soirée où tout le monde y met du sien, pas juste le DJ. Ça prend des danseurs. Ah, j'aime cette réponse. Oui, vraiment. Parce que je peux te permettre quelque chose? Ben oui, tu peux It's te not permettre. all about the DJ. C'est pas tout. Tout ne repose pas juste sur le DJ. Si t'as une gang plate en avant qui ne danse pas, t'auras beau faire... Tu sais, quand t'es DJ, t'as 5-6 essais à faire. C'est vrai. Si ça fonctionne pas, là, excusez-moi, mais vous préférez plus jouer aux échecs que danser. En un mot, qu'est-ce qui fait un hit qui restera? Le meilleur verre d'oreille avec les meilleures paroles. Okay. Pas, mais comme on disait, les meilleurs ont été faits, je crois. Fait que... Maintenant, toi, tu m'as dit que souvent, tu as eu affaire à des monsieur le juge. Pourquoi? Dans tes anecdotes, tu as eu beaucoup de monsieur le juge. Monsieur le juge? Je t'avais compté ça. Oui. Tu as eu affaire à des gens qui critiquent et toi, ça te motivait. Oui. Oui, ça m'est arrivé souvent, puisque monsieur ou la personne pensait bon à ce moment-là qu'elle devait jouer une telle chanson où elle se plaignait de ce qui se passait. Et c'était à moi de lui dire « Hey, premièrement, elle était affectée. » Moi, de la gérer et de dire « Pourquoi tu te plains? Je vois 150 personnes danser en avant de moi. » C'est souvent ça qu'on va avoir le droit à du monde très, très, en effet, de la boisson et qui pensent qu'ils ont la clé, là, la réponse. Ouais, c'est ça. Le rythme, tu l'as ou tu l'as pas? C'est-tu quelque chose qui se développe? Oui, c'est de quoi qui peut se développer, mais c'est de quoi qu'il faut avoir envie dès le début. Donc, dès ma jeunesse, j'avais le goût de jouer du drum, de danser. Multiple choix. Tu me donnes ta réponse. La qualité la plus importante du DJ. Est-ce que c'est le choix musical, l'adaptabilité, l'entre-gens ou le dynamisme? J'en choisis un. Oui. L'adaptabilité. OK. Mais ça prend les 4 que tu as nommés. Ben oui, c'est ça. Ben, l'adaptabilité. On se dit on va faire un choix. Maintenant, qualité sonore ou choix musical pour une soirée réussie? Ça, c'est une colle. Je vais dire choix musicaux. Ouais, choix musicaux, parce qu'on n'est pas toujours garant du kit de son qu'on va jouer. Exactement. Maintenant, on va terminer avec ton projet, ton bébé, les Disco Bros. Tu as fait aussi le 7e Funk Cast avec ça. J'aimerais que tu m'expliques de quoi il en retourne en terminant, parce que tu as un défi 24 heures qui s'en vient. Yes, très, très simple. Les Disco Bros, c'est qui? Pour ceux qui nous écoutent, DJ Charlie, un DJ d'expérience depuis 20-25 ans, qui vient de Sherbrooke, demeure à Sainte-Julie maintenant. On s'est rencontrés durant la pandémie. On est un duo disco. On fait des mix, dans le fond, de tunes repris à la sauce disco. Et on se donne énormément aussi pour le caritatif. On a un show de rempli, mais on se donne beaucoup pour la fibrose kystique en musique. Et on va vous revenir justement au printemps pour vous parler du 3e 24 heures qu'on fait. Ça fait plusieurs marches, mais 2 défis 24 heures qu'on fait sur la plateforme Twitch. On a ramassé 4 000 $ l'année passée. On est allé livrer un frigo avec plein de produits dedans. Donc, on a vraiment ça à cœur. Donc, c'est comme l'essence du projet des Disco Bros, c'est d'ordonner à la fibrose kystique. Mais on a un show à vendre aussi, donc... c'est intéressant. Maintenant, en terminant, tu joues où présentement ou bientôt? Dans le fond, je suis toujours... Depuis 2016, on fait les plus beaux 5 à 7 dans la ville de Québec, à la cage de Bourgneuf les jeudis. Sinon, je suis disponible en événementiel un peu partout. Sinon... Pour te rejoindre? Bon, rejoindre, dans le fond, allez suivre ma page, simplement. Je me tiens très, très à jour. DJ David Nuke. À chaque mois, je me fais faire une belle affiche avec des photos lorsque je travaillais et tous les endroits où vous pouvez me trouver aussi.
On inviterait les gens à aller stalker ma page DJ Lévigno, tout s'y trouve. Bien, merci de venir de si loin, parce que tu viens quand même de Québec. C'est au moins 2h15, 2h30 de route. Et continue ton excellent travail. Je te souhaite encore beaucoup de dance music et DJ New, que je te dis tout simplement à bientôt. Merci d'avoir été des nôtres. Merci d'être ici. Merci, très gentil. Maintenant, l'émission Flashback est très fière d'être associée à la Ligue de baseball junior élite du Québec et au Royal Chevrolet de Repentigny en particulier. Voici donc les dernières nouvelles concernant la Ligue, puisque, comme vous le savez, la saison du Royal s'est terminée en 6 en demi-finale contre Longueuil. Maintenant, place à la finale pour le championnat de la Ligue. Et les Ducs ont bien entamé cette série mercredi et jeudi dernier avec des victoires de 4-1 et de 4-0 contre les Bisons de Saint-Eustache, qui, eux, sont champions de la saison régulière. Puis samedi à Saint-Eustache, les Ducs ont pris l'avance 3-0 dans la série en vertu d'un gain de 5-4, marquant tous leurs points dans les deux premières manches. Et dimanche, Saint-Eustache faisait face à l'élimination et l'humiliation d'un éventuel balayage, chose qu'ils ont évité, l'emportant par la marque de 6-3. Et hier, à Saint-Eustache, bien, les Ducs de Longueuil ont terminé le travail, éliminant les Bisons, perdant 3-1. Longueuil a inscrit 3 points en début de 6e pour finalement l'emporter 4-3. Donc, ils sont maintenant les nouveaux champions en titre de la Ligue de baseball junior élite du Québec. Félicitations aux Ducs de Longueuil. Et je vous rappelle que le Royal Chevrolet s'est incliné en 6 en demi-finale contre les Ducs de Longueuil, ayant connu une excellente saison en vertu d'une fiche de 29-11 et terminant 2e au classement général. Une saison qui se termine de belle façon, nous ayant fait vivre vraiment de belles sensations. Et peut-être un baume sur la plaie ici à Repentigny, créé par cette défaite en demi-finale. Le Royal a été battu finalement par les éventuels champions de la Ligue, les Ducs de Longueuil. Félicitations aux Ducs. Et n'oubliez pas, pour la saison prochaine, avec un stade rénové, le baseball offert par le Royal de Repentigny et spécialement par toute la Ligue de baseball junior élite du Québec est une activité stimulante et complète, et ce, pour toute la famille. Maintenant, un sujet un peu plus sérieux. Vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. Et vous aurez compris, si on parle de bébites, et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. C'est près de 40 années d'expérience qui vous attendent sur place. Une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé. Donc, la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination, le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706. Et je vous parle maintenant d'un partenaire important de l'émission Flashback, soit le Centre de vinification L'Aquavin, un endroit de qui on ne dit que du bien, un accueil et un service réputé, et ce, depuis plusieurs années. Venez choisir à partir d'une vaste sélection de cépages à votre goût pour des achats avantageux à moindre coût. Aussi disponible des gravures personnalisées sur le verre de votre choix, ainsi qu'un service d'eau fraîche disponible, et ce, 24 heures sur 24. Un mot résume bien la réputation de l'Aquavin, une qualité assurée. L'adresse, 2202 Chemin Gascon à Terrebonne, et le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 964-2122. Chez l'Aquavin, vous goûterez la qualité. Nous enchaînons maintenant autour de notre deuxième invité. Son expérience de terrain, autant que théorique, font de lui en réalité une sommité en son domaine, ayant été affilié au monde du culturisme ou du mieux-être, et ce, depuis des années. Par la force des choses, il est devenu aussi philosophe de la vie et de santé. Donc, pour nous partager ses grandes lignes et sa feuille de route, avec nous, un mentor pour plusieurs, Larry Vinette. Bonjour, Larry. Bonjour, Stevie. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi. Alors, on est bien heureux de te recevoir parce que tu as vraiment un vaste bagage quand on parle de mieux-être, d'entraînement, d'alimentation. Ma première question, mon cher Larry, parlons de l'influence d'une bonne santé, d'une bonne forme physique sur le bonheur au quotidien, au-delà de l'apparence. Et je pense que si tu es bien dans ton corps, ça commence bien dans tout ce que tu vas faire. Et je pense qu'on oublie cet aspect-là. On pense que les culturistes se regardent toujours dans le miroir, mais c'est pas ça nécessairement le but, d'être en forme. Non, écoute, j'ai toujours dit à ma clientèle, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Donc, quand tu as plein d'énergie à déborder, tu es capable d'énergiser le monde alentour de toi. Quand tu es dans une situation où tu rentres à peu près à 30 % de tes capacités, bien, tu es peut-être dans la situation où tu es en train de drainer l'énergie des autres, puis tu ne veux pas être dans cette situation-là. Fait que tu mets toutes les chances de ton bord pour vivre la meilleure vie possible,
pour que tu puisses influencer Mettre les autres. chances de son côté. Ben c'est ça. Tu peux courir à travers un champ de mine sans te faire sauter, mais c'est pas une bonne idée de C'est ça. ça. Et c'est là que tu interviens. Je pense que pas besoin de chercher longtemps pour comprendre l'appellation coach en transformation physique, mais c'est bien plus que ça, parce que l'aspect mental, sans l'aspect mental bonifié, il n'y aura pas de résultat. Et c'est là, justement, que ton titre de coach en transformation physique prend toute sa signification. Oui, écoute, comme coach, si tu veux être un coach complet, il faut que tu portes plusieurs chapeaux. T'es un peu psychologue. Écoute, je fais tout. OK, je fais tout. Comme je dis à mes clients, la seule chose que je fais pas, c'est leur tirer en dehors du lit, puis les amener au gym, puis préparer leur repas pour eux autres. Mais toutes les restes, je suis là pour eux autres. Donc, l'idée, c'est de, quand tu embarques dans un journey de bien-être, tu vas tout le temps avoir des obstacles. Toujours quelque chose qui va arriver. Tu es invité à un mariage italien, il va y avoir plein de la bouffe, mais tu es en perte de poids. Qu'est-ce que tu fais? C'est savoir naviguer à travers tous ces obstacles-là. Puis c'est là que je rentre en jeu. Fait que moi, je suis le gars, comme ton comptable va s'occuper de toutes tes finances, bien moi, je m'occupe de tout ton bien-être, tout ce que santé, entraînement, nutrition, toutes ces choses-là. J'enlève cette tâche-là de mes clients. Je m'occupe de ça. Ils peuvent stresser sur plein d'autres choses dans leur vie, mais cet aspect-là de leur vie... Le stress, c'est pas trop bon. C'est ça qu'on découvre avec le temps. C'est plate à dire pour certains, mais je pense que la discipline, c'est le meilleur ami de la santé et du mieux-être. Il faut de la discipline dans la vie parce que, tu sais, veux pas, faut que tu aies de l'ordre. Le monde, quand il embarque dans l'entraînement, si tu n'as pas de plan, c'est très, très dur à suivre parce que, en plus, tu n'as personne pour te garder garant de qu'est-ce que tu fais. C'est facile de sortir de la traque. Il n'y a personne qui va te dire écoute, tu ne fais pas qu'est-ce que tu es supposé faire, retourne sur la traque. Donc, quand tu as quelqu'un qui s'occupe de ça, bien, ça rend la chose toujours plus facile. Et puis, On a tous nos démons. Il y en a, c'est l'alimentation, d'autres, c'est le gambling, peu importe. Est-ce que tu considères la discipline plus facile en vieillissant? Écoute, c'est Personnellement, je pense que oui. Ça l'est, oui, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que plus que tu vieillis, plus que tu as de responsabilités. Tu sais, une des raisons pour que le monde commence à prendre du poids à partir de l'âge d'environ 30 ans, c'est que, à 30 ans, tu as la famille, tu veux exceller dans ta job, donc... On met de côté. On met de côté, puis c'est dur de recommencer les habitudes de prendre l'habitude d'aller au gym les matins, puis faire tes repas, bien manger, dire non quand c'est le temps de dire non. Fait que oui, c'est plus dur avec le temps. C'est pour ça que plus que tu vieillis en âge, peut-être plus c'est important d'avoir quelqu'un qui te guide là-dedans pour que tu fasses les bons choix. Quand tu as 20 ans, tu as le temps de je vais essayer ça, voir si ça marche. Ça n'a pas marché. Je vais avoir le temps. Quand tu as 40, 50 ans, tu veux couper à travers la ligne puis aller direct où ce que ça marche. Pour pas pédaler dans le tu as vu nombre de personnes qui ont carrément laissé de côté leur santé. Ils se réveillent à 40, 50 ans et il est parfois presque trop tard. Bien, c'est ça qui arrive. Tu sais, souvent, quand c'est le docteur qui te dit hey, tu devrais commencer à faire de quoi pour ta santé. Avant de mourir. Tu sais, souvent, comme on dit, hit rock bottom avant de recommencer, de te réveiller, de dire OK, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose. Fait que, tu sais, à chaque fois, j'ai quelqu'un dans la trentaine, supposons, qui me dit bon, tu sais, je vais commencer à me prendre soin de moi. Je dis bravo, parce que tu n'as pas attendu que tu aies quelqu'un qui te le dise de le faire. Ou souvent, tu vois tes amis commencer à tomber un par un, puis là, lui, type 2 diabète, lui, il a pas une. Fait qu'il ne faut pas que tu attendes nécessairement que ce soit ton tour de tomber malade pour décider de faire quelque chose pour ta santé. Est-ce qu'on apprend encore après tant d'années comme coach et culturiste? À tous les jours, on apprend. Oui, hein? Oui. Il y a une dose d'humilité là-dedans aussi. Je pense pas que tu es le genre de gars, là, j'apprends à te connaître, qui prétend avoir la science infuse, là. Oh que non. Quand tu penses que tu sais tout, c'est que c'est là que ça commence à balayer, oui. C'est sûr. Comment sera le culturiste de demain? Parce que c'est sûr que le culturiste de 1980 n'est pas le même que 2024. Et tu vois ça comment pour l'avenir, les tendances et les exigences du milieu? Écoute, le culturiste pousse tout le temps l'enveloppe de plus en plus. Maintenant, dans les dernières années, il y a une catégorie de culturistes qui s'appelle Classic Bodybuilding, qui sont des hommes un petit peu moins massifs, un petit peu plus symétriques, qui gagnent en popularité. C'est plus des Hulk. C'est plus des Hulk, parce que le monde a trop poussé sur les anabolisants, puis c'est rendu plus atteignable comme c'était avant. Moi, quand j'ai commencé à m'entraîner, je voyais quelqu'un en forme, je me demande comment il s'entraîne, je me demande comment il mange. Quelqu'un, maintenant, va voir un culturiste, va dire je sais pas quelle drogue qu'il prend, puis je sais pas ses doses. Ça nuit un peu. C'est une image qui nuit un peu dans les préjugés de quelqu'un qui connaît pas ça. C'est ça. Avec la nouvelle classe de bodybuilding qui est un petit peu moins gros,
qui prend pas... Ça fait des plus beaux physiques ici. Oui. On va parler un peu de mentalité, de préjugés, encore une fois. Je pense que le problème à la base, côté santé, mieux-être, et toi qui es spécialiste des hommes de 40 ans et plus, c'est un tabou qui est encore ancré en 2024. C'est que de penser à soi, se prioriser, bien, c'est mal perçu. Les gens vont dire, il s'aime, il est égocentrique, alors que c'est la base de tout. Je veux dire, si tu ne t'aimes pas, comment veux-tu aimer les autres et réussir quoi que ce soit? Bien, on est dans une société de gens qui ne s'aiment pas, donc qui veulent se transformer. On le voit avec les transgenres. Tu n'aimes pas le sexe avec quoi tu es né avec. En quelque part, fait qu'il y a une acceptance de soi. Donc, faut que tu t'acceptes, faut que tu te dises, OK, Dieu m'a donné le don de vie. On va travailler avec ça, on va essayer de s'améliorer. Je vais essayer. Bien, c'est ça. Dans la vie, si je te donne quelque chose de valeur, puis je vois que tu t'en occupes pas, je ne serais pas enclin de donner d'autres choses de valeur. Donc, c'est la même chose avec le bon Dieu, le Créateur. C'est ça. On te donne la vie. Si Dieu voit que tu en prends soin, puis tu fais tout ce que ton possible pour aller dans le droit chemin, bien, la vie va te donner plus de bonnes choses. Larry, je pense que dans ton cas, c'est beaucoup la COVID qui a influencé ton parcours. Tu es devenu généraliste en ligne. Ça t'a empêché de t'entraîner dans un gym. Tu as choisi comme clientèle les hommes de 40 ans et plus. Pourquoi? Mais écoute, moi, j'ai 53 ans maintenant. Donc, c'est sûr, quand tu fais pas ton âge. Ah, mais merci. Je t'en ai donné 52. Elle marche tout le temps, celle-là. C'est... quand tu vas en ligne, tu n'as pas le choix de trouver on appelle ça une niche où ce que tu te spécialises en quelque chose spécifique. Un généraliste va travailler bien du monde, mais un spécialiste va faire plus d'argent, mais va spécialiser plus dans un créneau étroit. Puisque j'ai 53 ans, je me dis, bon, qui que je veux servir le plus maintenant? Pendant des années, j'aidais les gens à gagner des titres de bodybuilding, en embarquant sur un stage avec 3 de gras. Wow. Been there, done that. Je voulais quelque chose de nouveau. Puis je dis, c'est plate d'avoir... Tu aurais contribué encore? Bien, c'est ça. Je voulais aider des hommes de mon âge qui sont sur le déclin, puis ils ne savent pas trop quoi faire, ou soit qu'ils ont déjà été en forme dans le passé, puis qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ça ne marche plus comme avant, ou ils ont ça sur le bucket list. Je veux un jour être capable de voir mes abdominaux, puis maudit, j'ai 45 ans, puis je ne suis pas encore rendu là. Je veux être capable de mettre la petite coche sur cette chose-là. Donc, et c'est là que ton vécu vient aider. Ton histoire est particulière. Toi qui as pris sa retraite à 45 ans, je veux dire, tu travailles encore un peu. Dans tes débuts, à 18 ans, tu étais snowboarder avec le rêve de devenir professionnel, mais tu t'es cassé la même cheville 2 fois la même année. Donc, tu as su transférer du négatif en positif parce que les gens, en travaillant chez Footloose Sports, les gens ont remarqué dans un gym que tu avais rapidement du progrès dans ce que tu faisais. Et tu as été 2 fois entraîneur de l'année en bodybuilding et 2 fois champion culturiste, comme on dit, propre, testé en bodybuilding. Donc ça, ce sont vraiment de belles réalisations. Le snowboarding, est-ce que ça te manque? Écoute, c'est tellement drôle parce que c'était tellement ma vie et ma passion. Puis moi, mon but, c'était... T'es un gars d'hiver? Non, pas pantoute. Ça m'a aidé à aimer l'hiver. Puis moi, mon rêve, c'était partir en hélicoptère puis descendre les meilleures pentes du monde et tout. Et puis, tout arrive pour une raison. Donc, oui, je me suis cassé 2 fois la même cheville dans la même année. Et puis, ça donnait que le patron de ce que je travaillais avait un membership d'un Gold's Gym à Montréal, qui était sur Coin Sainte-Catherine, puis Guy, dans le temps. Et puis, il m'a dit, viens t'entraîner, tu vas pouvoir faire de la réhabilitation au niveau de ta cheville, puis peut-être des chances de refaire ton rêve de tourner professionnel en snowboarding. Et puis, j'ai eu la piqûre du gym. J'ai commencé à m'entraîner. J'ai commencé à progresser très rapidement. Le monde dans le gym me voyait progresser, puis il me demandait, peux-tu m'écrire qu'est-ce que tu manges? Peux-tu m'écrire ton entraînement? Puis j'en ai développé une petite business. Bon, j'ai chargé 10$ par programme. Puis j'ai comme aimé le fait de pouvoir aider les gens. Donc, je suis un gars passionné, je suis un gars all-in dans tout. Donc, je me suis pitché dans l'éducation, l'entraînement. J'ai été très chanceux. J'ai rencontré mon mentor en 1992, qui était Charles Poliquin, qui était... Et lui, t'a fait un beau compliment. Ouais. Quand il a dit que tu étais le premier entraîneur québécois de qui il entendait autant de bien. Oui. Sans dire le seul.
Oui, oui. Écoute, c'est très flatteur parce que Charles... c'est un gros nom du milieu. C'est un gros nom. C'est une sommité. C'est un coach olympique qui faisait gagner des médailles à ses athlètes, qui ne considérait pas vraiment le culturisme comme un sport tel quel, parce que avant lui, dans le culturisme, c'était pas mal basic. On faisait pas mal toutes les mêmes affaires. Il n'y avait pas vraiment de technique poussée, là. Puis lui, il a vraiment amené de l'intelligence dans l'entraînement. Puis moi, j'ai ramené ses connaissances à lui, qui m'a transmis à moi, à ma clientèle, qui a fait que j'ai vu plusieurs années d'avance sur bien du monde, et puis qui m'a permis de me démarquer dans tout ça. Larry, dans ta philosophie de vie, tu m'as confié que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. C'est pas mal ça, ta ligne de vie pour toi, ton dicton de vie. Oui. Je suis un peu d'accord avec toi, sauf si tu te fais couper 2 bras et 2 jambes. Ça va être difficile de revenir plus fort, mais effectivement, les épreuves sont là parfois pour un but. Et c'est d'aller de l'avant. L'entraînement, c'est ça, dans le fond. On s'entraîne dans le gym, puis on se magane un peu. T'es raqué le lendemain parce que t'as causé des petites micro-déchirures dans ton corps. Tu fais assez de temps de récupération, tu manges assez de protéines, tu dors bien. Ton corps va surcompenser, va venir un petit peu plus fort, un petit peu plus gros, le temps qu'il faut pour que la prochaine fois, tu le battes dans le gym. Ton corps va être plus capable et savoir adapter au stress imposé. Puis, donc, c'est ça, c'est comme n'importe quoi, un growth mindset, c'est la même chose. Il t'est arrivé quelque chose de plate dans la vie, puis ça t'a fait avancer, puis t'as appris par tes erreurs, et puis t'as grandi de ça. C'est quoi ta réponse en pourcentage? Quand on arrive dans le bodybuilding de haut niveau, le culturisme, là, des champions comme à Olympia et tout ça, quel pourcentage est mental? Parce que la différence entre le podium 1 et le podium 2, c'est parfois, on voyait Arnold Schwarzenegger qui intimidait carrément Lou Ferrigno sur scène, et ça finissait par jouer. Mais jusqu'à quel point le mental, quel pourcentage tu donnes au mental pour arriver à gagner la première position? C'est énorme, parce que juste le fait de pouvoir te rendre à telle condition... Juste ta carte professionnelle. Juste la carte professionnelle, mais amener ton corps à genre 3 de gras, tu es sur le bord de la mort. C'est une condition extrême que tu peux pas tenir pendant des semaines. C'est une fin de semaine de temps. Mais la force mentale de pas être riche sur ta diète. Te dire que, bon, mais si tu manques un entraînement et puis que ton compétiteur lui manque pas, tu lui donnes un avantage. Donc, tu veux pas faire ça. Écoute, il y a plusieurs concours que je suis arrivé deuxième, j'ai perdu par 1 point. Mais quand tu perds par 1 point, tu te dis, si j'aurais donné 1% de plus, peut-être que j'aurais... Exact. Fait que, le mental est très, là, très ce sont des détails rendus à ce niveau-là. C'est des détails parce que tu es rendu au niveau élite. Donc, tout compte. Fait que tu te dis, bon, je vais tout mettre les choses dans mon bord, je vais tout faire ce que je suis supposé faire, parce que si je le fais pas, puis mon compétiteur, lui, le fait, lui a un avantage sur moi. Larry, quand on s'entraîne depuis des années dans des gyms, on assiste à toutes sortes de choses, des belles performances, mais aussi des blessures. Et toi, tu as vu un gars, en langage de gym, faire des squats avec 6 plates. Quand on dit 6 plates, c'est 6 plaques de 45 livres de chaque côté, s'effondrer avec les 2 genoux qui ont cédé. Ça change une vie, ça? Ça doit pas être un beau spectacle? Non, ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait réaliser que ça peut t'arriver aussi. C'est ça. Il y a tout le temps un risque dans le corps humain a ses limites, là. Le corps humain, c'est en plein ça. Fait que c'est un reality check un peu. Tu peux voir, bon, ben, regarde, des fois, tu te penses invincible, puis là, à un moment donné, ça te remet à terre, tu sais. Fait que oui, des blessures comme ça... Toi, tu t'es déchiré un triceps? Moi, je me suis déchiré un triceps, oui. Fait que... Ça doit pas faire de bien. C'est pas si mal que ça, mais c'est plate parce que la manière que c'est arrivé, moi, j'ai tourné professionnel avec les IFBB en 2012, puis c'est la même année, plus tard dans l'année, que je me suis déchiré le triceps. Fait que là, t'écoutes, t'es tout content. T'as poussé? Non, les conditions étaient défavorables. Tout ça. Oui, c'était à Las Vegas. La plupart, une grosse partie des blessures musculaires, souvent, c'est à cause de déshydratation. Donc, ton corps est un peu déshydraté, tu as poussé la limite. C'est comme un élastique qui est sec. Tu sais, dessus, il va snapper, c'est la même chose avec tes muscles. Donc, conditions défavorables. J'étais à Las Vegas. On est dans le désert, c'est sec. J'avais pas bu assez d'eau. Ça a pris combien de temps à récupérer et revenir à 100 C'est un bon 2 ans. Oh, un bon 2 ans à être capable de refaire les mêmes charges. Il y a quoi faire une dépression. En terminant, j'ai plusieurs questions à te poser de type rafale. Tu me réponds par un nom, un mot ou une phrase. Est-ce qu'on se magane à faire du culturisme, surtout sur le long terme?
Ça dépend de ce que tu peux... comment Haut tu le fais. niveau, le haut niveau, là. Tu peux le faire d'une manière super intelligente qui va te rendre plus résilient, puis tu peux le faire d'une manière... Tu peux te défoncer aussi. Oui, tu peux vraiment te maganer. Trop de sauce, notamment. Trop de sauce, malbouffe. Okay. C'est des choix que tu fais dans la vie. Fait que si tu te dis, bon, je vais bien manger, je vais m'entraîner, bien là, les parties, l'alcool, les drogues, tu mets ça de côté. Il y a un temps pour tout, mais si tu essaies de faire tout en même temps, bien, tu sais, t'as des gars comme les anciens joueurs de hockey, là, c'est quoi son nom, là? Celui qui est décédé, qui prenait de la cocaïne à côté, là. John Cordick. Cordick, exactement. Fait que ça fait des John Cordick. Fait que... Il n'est pas seul. Il n'est pas seul, non. C'est quoi l'erreur la plus fréquente pour le commun des mortels? Est-ce que c'est le surentraînement, pas assez focus sur l'alimentation, les fins de semaine sans discipline ou pas assez de repos? Ce que tu remarques sur le terrain, c'est quoi l'erreur la plus fréquente? Moi, je pense que c'est le manque de repos. Ouais. Parce que c'est beau se défoncer au gym, mais si tu te défonces puis tu dors pas, ben tu vas pas progresser. Mais ta réponse? Oui, je suis tout à fait d'accord. Écoute, le premier livre Je vais que te remplacer bientôt. Ouais. Le premier livre que j'ai écrit était sur le sommeil, puis comment optimiser le sommeil. Parce que, surtout si tu es un athlète naturel qui ne prend pas de substances anabolisantes, ton sommeil est ton meilleur allié parce que c'est la seule manière de garder ton niveau de testostérone élevé. Oui. Donc, si tu n'es pas capable de dormir un 7-8 heures, sommeil le plus non interrompu possible, il y a une faiblesse là, et puis il faut tout le temps régler ça en premier, et puis ça règle un paquet de problèmes. Une de mes questions, justement, on parle de niveau de testostérone, ce qui est très important, spécialement en vieillissant. L'alcool dans tout ça, qui vient contrecarrer la testostérone. Es-tu pour ou contre un petit verre de temps en temps pour le culturiste de haut niveau? Écoute, Ou même pour le commun des mortels? Un verre de temps en temps, c'est pas... il n'y a aucun bénéfice à boire de l'alcool. Donc, tu vois, l'alcool, c'est une toxine. On dit qu'on s'intoxique à l'alcool. Si tu es dans une passe de perte de gras ou tu te prépares pour un concours, il faut savoir que le temps que ça prend à ton corps d'éliminer l'éthanol, l'alcool, tu ne métaboliseras pas le gras. Donc, si tu es en perte de gras, pendant le temps que tu bois pendant une période de 3 heures, mais tu as 3 heures où ce que ton corps va shifter à métaboliser le gras à place l'alcool à place du gras. Et pour une période de 7 heures après ta dernière consommation, tu ne brûles pas de gras parce que tu es encore en train d'éliminer la toxine, parce que le corps dit la priorité, c'est sortir qu'est-ce qu'il n'y a pas de rapport là, parce que le gras, on s'entend, ça peut t'aider dans ce cas de survie si tu es pogné dans une forêt pendant 3 semaines. Comme les ours qui hibernent. C'est ça, c'est en plein ça, mais l'alcool, ça n'a pas d'affaire là. Donc, si dans une période de 24 heures, tu as 7 à 10 heures que tu n'es pas en train de brûler de gras, tu recules pas mal. Okay. Larry, ton point de vue sur le fameux besoin quotidien en protéines, est-ce que tu es de l'école de pensée traditionnelle, spécialement pour ceux qui s'entraînent, de 1 à 1,5 grammes de protéines par livre que tu pèses par jour? Exemple, le gars comme moi pèse 2,30, bien, ça lui prend au moins 230 grammes, sinon un peu plus, par jour pour maintenir sa musculation. Oui. Sa musculature. Oui. 1 à 1,25 grammes par livre de masse maigre est un must. Et puis de qualité aussi. La qualité de la protéine est très importante. Donc, les vegans... Végétal plutôt qu'animal? Végétal, la biodisponibilité est beaucoup moins. Et puis, pour avoir une protéine complète, donc avoir tous les aminoacides complets... Les œufs. Faut que tu fasses... Oui, les êufs, c'est parfait. N'importe quelle protéine animale, tu le frappes dans le mille. Manges-tu le jaune? Oui, tu manges les jaunes. Mais si tu prends des protéines végétales, tu n'as pas le choix de faire des combinaisons. Donc, des bines avec du riz va te donner une protéine complète, mais là, tu es plein de glucides. Donc, quand tu es en perte de gras, tu es plein de glucides. C'est pour ça que les... Fait que les glucides, les hydrates de carbone, dans le meilleur des mondes, c'est 1 heure avant ou 1 heure après l'entraînement. Le plus possible. Surtout pas avant de se coucher. Oui, ça dépend de ta santé. Même si ça dort bien après un bon spaghette. Oui, parce que tu montes ta sérotonine, ben, ça t'aide le sommeil, oui. Fait que si tu es pour manger des glucides, avant, on disait manger le matin, tu vas le temps de brûler dans la journée. Maintenant, on sait qu'après l'entraînement, ta sensibilité à l'insuline est meilleure, donc c'est le meilleur temps. Ou dernier repas de la journée parce que ça va aider ton sommeil. Quelques questions vraiment en rafale, là. On retient quoi d'une vie en une phrase passée dans le gym? Si tu résumais ça par une phrase. Résilience. OK. Es-tu pour ou contre les fameux shakes de protéines? Oui, mais de qualité, c'est ça? Oui. La plupart des protéines en poudre ne sont pas de bonne qualité. Walmart, on oublie ça, là? Oublie ça. Tu as tout le temps un avantage métabolique à manger de la vraie bouffe.
Donc, t'es beaucoup Comme mieux. Ronnie Coleman le disait. Il disait, moi, j'aime manger du solide. C'est ça. Il se levait la nuit pour manger. C'est plus comme, j'ai pas eu le temps À de cuire ma 330 viande. livres, à 3 de... Ouais. Elle est en chaise roulante. L'éternelle question à controverse, les stéroïdes sont bons à quantité adéquate? Oui ou non? Ça dépend c'est quoi ton but, ça dépend si tu en as besoin. Donc, la moitié des hommes de 40 ans et plus bénéficieraient au moins un test sanguin pour savoir où sont leurs niveaux. Et puis, si ton taux de testostérone est en bas de la normale, ça fait juste du sens que tu en parles à ton médecin pour qu'il t'en prescrive. Si tu n'en as pas de besoin et tu manipules toi-même tes hormones, il y a tout le temps des conséquences plus tard. Donc, si tu as un but de compétition puis tu veux en faire une carrière, OK, c'est une possibilité. Si c'est juste pour être en shape pour le rave la fin de semaine, ben écoute, tu vas avoir un prêt à payer plus tard, c'est sûr. Selon toi, le pourcentage de la population qui est en forme après 40 ans? 20 J'ai vu une statistique hier qui dit qu'aux États-Unis, il y a seulement une personne sur 25 000 qui peut voir ses abdominaux passer de l'âge de 35 ans. Wow! À quel âge on pogne un coup de vieux, selon Moi, toi? j'attends encore. OK, non, mais en général... Un coup de vieux, écoute, quand ton taux de testostérone commence à baisser, ton énergie commence à dropper, libido commence à baisser, dans le bout de la quarantaine, là. OK. Est-ce que la fatigue fait vieillir? Si ton sommeil n'est pas Je pense adéquat, que oui. tu vieillis à un rythme accéléré, c'est sûr. Pour ou contre les jeûnes? Contre. Contre. Maintenant, est-ce que le pain blanc, tiens, une petite dernière, le pain blanc, c'est l'ennemi numéro 1? Oui, les glucides. C'est vraiment rapides. vide? Oui. Le mot-clé pour vieillir en beauté, protéines? Protéines, oui. J'ai lu sur ton Facebook, tiens, your only job is to be kind to yourself. Is this a bit selfish? Est-ce Pas du que... Non? Pas du tout. Faut que tu le vois comme ça. Tu sais, quand... C'est priorise-toi, c'est la base. Ben c'est ça, tu sais, quand l'avion drop puis le masque oxygène drop, ils te disent de le mettre à toi en premier, il y a une raison pour ça. Fait que si t'es pas là pour être capable de protéger et pour ta famille, ben C'est ça. c'est plate un peu. Larry, en terminant, pour s'adjoindre tes services, pour te suivre, toi qui fais de très belles capsules, notamment sur Facebook, mais quelqu'un, là, un homme spécialement de 40 ans et plus qui veut faire appel à tes services, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, mon Facebook, Coach Larry V, même chose sur Instagram. C'est Coach comme ça que je t'ai Larry V. connu. Parfait. J'ai aimé tes capsules, j'ai dit, lui, j'aimerais ça l'interviewer, et on en est rendu là. Excellent. Je te remercie de ta présence à l'émission et de si bien vulgariser un domaine trop souvent méconnu. Tu es ce qu'on appelle une bibliothèque du mieux-être et je te souhaite un bel automne et je te dis tout simplement, Larry Vinette, à bientôt. Merci d'avoir été des nôtres, Larry. Merci de l'invitation. Merci. Merci, Steve. Yes, sir. Maintenant, je vous parle d'un partenaire important et surprenant de l'émission Flashback, soit Tricia Tarot. Vous avez des questions qui, depuis longtemps, demeurent en suspens et différentes options s'offrent à vous, peu importe le sujet. Le tarot et la tasséomancie représentent des moyens simples et efficaces pour répondre à vos interrogations avec précision. Et les 30 années de pratique de la tarologue Patricia Robert signifient compétence et crédibilité. Amour, amitié, famille ou emploi pour connaître l'avenir et être guidé pour mieux agir. Donc, le numéro de téléphone, 438-373-1022. Avec Tricia Tarot, vous aurez les réponses qu'il vous faut. Maintenant, je vous parle d'un autre partenaire qui pourrait bien vous aider de l'émission Flashback. Gérer vos finances n'a pas à être compliqué. Une solution, un moyen efficace. Josiane Fontaine, une conseillère financière compétente d'expérience. Investir à la bourse, se protéger adéquatement avec une assurance qui vous convient, seul ou en couple, ou pour les entreprises. Il n'est jamais trop tard pour épargner, peu importe l'âge que vous avez. Pour investir et être guidé avec efficacité pour des décisions éclairées et des résultats espérés. Donc, pour une sécurité financière saine, la solution, Josiane Fontaine. Le numéro de téléphone dans le 819, c'est le 319-61-43. Maintenant, autour de le troisième et dernier invité, et non le moindre, il est propriétaire de l'atelier de mécanique de renom Fast Tuning de Repentigny. Donc, parfait pour la chronique d'aujourd'hui. Quels sont les points importants à observer avant l'achat d'un véhicule usagé? Et pour analyser avec justesse la question avec nous, Maxime Cannon. Bonjour, Maxime. Bonjour, Steve. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Très heureux. Re-bienvenue. Ça Merci, faisait longtemps que tu n'avais pas fait de chronique. Futur propriétaire, Steve. OK. On est quasiment là. Bon, ça s'en vient. Merci. D'ici Noël. On espère. Max, moi, j'ai toujours aimé les bazous et je pense que le sujet d'aujourd'hui va être utile, non seulement, mais stimulant. C'est quoi l'erreur, l'aspect le plus souvent oublié quand on fait l'achat d'un véhicule usagé? Parce que c'est sûr,
je vais t'envoyer un point. Le millage, le kilométrage, je ne veux pas dire grand-chose si ça a été bien entretenu. Mais c'est quoi l'erreur la plus fréquente qu'on fait? Ne pas faire ses devoirs. RDPARM, Carfax, inspection pré-achat et non après l'achat. Surtout si tu achètes un véhicule à 20 000 là. Absolument, absolument. Puis on le voit plus souvent qu'autre après l'achat, malheureusement. Et aussi la marque du véhicule. Tu vas acheter une Mustang 5 litres. Il y a des possibilités que ça a été battu, tandis qu'un Continental 4 portes d'un monsieur de 75 ans, mais il y a peut-être plus de possibilités que ça n'a pas été un char qu'on a abusé, tu sais. Effectivement, mais par contre, des fois, de l'autre côté de la médaille, la personne âgée ne roule pas assez non plus, qui peut endommager les freins et tout, la rouille, le véhicule qui est stationné souvent. Mais un juste milieu s'impose. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, l'entretien, parce que les étiquettes de changement d'huile, ça en dit long sur l'entretien d'une voiture. Et les traitements à l'huile, je pense qu'à long terme, c'est la clé. Et c'est une des choses à vérifier. C'est vérifier le plancher, parce que le véhicule peut être très beau, mais le frame est percé. Oui, mais il faut aussi observer aussi qu'il n'y ait pas eu trop de traitement d'huile. Parce que qu'est-ce qui arrive avec le temps, c'est que ça fait une espèce de croûte qui retient l'humidité et qui magane tout ce qui est caoutchouc, bushing et tout dans la suspension. Mais oui, surtout en début d'achat de véhicules, les premières années, c'est important. Mais après 15 ans d'anti-rouille, c'est ça. On a fait le tour. Maintenant, ta chronique. Quels sont les points les plus importants selon ce que tu nous as préparé à vérifier avant l'achat d'un véhicule usagé? Bien, comme je dis tantôt, faire des devoirs. Il y a des points faciles à vérifier, même avant de soulever le véhicule. On vérifie, si c'est un véhicule d'1 an, 2 ans, bas millage, est-ce qu'il y a encore des pneus d'origine dessus? Si on a des pneus neufs, il n'y a peut-être pas de millage qui est inscrit. Et pourquoi, tu sais? Vérifier le pare-brise s'il a l'air d'être, on dit sandblasté, là, vraiment usé. Les phares, le pare-choc, la peinture en général. S'assurer qu'il n'a pas été repeint aussi. Si oui, pourquoi? Oui, parce que parfois, on va raboudiner, en bon québécois, une voiture pour vite la vendre. On voit ça chez certains concessionnaires de véhicules usagés, mais c'est un trompe-l'œil. Il faut faire attention parce qu'il peut avoir une belle image, là, puis un achat compulsif. Et, ça peut cacher des cauchemars. Moi, il y a une chose... En tout cas, un conseil que je donnerais aux gens, s'il y a un problème de transmission, tu ne touches pas à ça, même pas avec une perche. Parce que c'est une des réparations qui coûte le plus cher et tu vas avoir vraiment des problèmes. Et même, je pense, parfois, une transmission qui a été changée, on dirait que c'est plus pareil. Ça dépend. Ça a été bien fait ou réusiné ou quoi que ce soit, ça peut être bon. Mais tu sais, encore une inspection... brancher l'ordinateur, vérifier les codes s'il y en a. Oui, c'est ça. Et ton point suivant serait? Si c'est un particulier, les factures. Pourquoi qu'il vend le véhicule? À part de ça, on peut... si la personne en question ne veut pas vous laisser la conduire ou la faire inspecter, ben on a notre réponse. Concessionnaire aussi. D'habitude, ils vont être ouverts à l'envoyer à votre garage. Parlant d'essai routier, jamais faire un essai routier quand il pleut. Je l'ai déjà fait, ça. Tu veux le véhicule, tu fais un essai routier quand il pleut, mais tu n'entends pas les sons vraiment. Exact. Et tu peux te retrouver... et parlant de pluie, une décapotable usagée, là, c'est l'inverse. Tu essaies de l'essayer. Tu essaies justement de faire ça quand il pleut, parce que la plupart des convertibles, en bon québécois, coulent. Et parfois, ça coule même beaucoup. Et là, c'est pas trop plaisant de te rendre compte de ça 2 semaines après l'achat. Non, parce qu'un toit de convertible est très dispendieux à réparer ou changer. Oui. Absolument. Sinon, on a aussi l'état des pneus. Même si c'est les pneus d'origine qui sont sous le véhicule, l'usure des pneus. Est-ce qu'ils sont mal usés croche? Ça peut vous donner d'autres aspects. La suspension, la direction n'est pas correcte. L'entretien n'a pas été bien fait. Les factures d'entretien, le plus possible. J'aurais une question pour toi. Je pense que ce qui est important de réaliser, ça va être quoi l'utilité du véhicule? Parce que si tu achètes un véhicule pour son look et aller te promener le dimanche, c'est pas la même chose que de s'en servir tous les jours. Et sur une voiture usagée,
Si l'usage, c'est fréquent, c'est quotidien, bien, il faut que tu y penses 2 fois parce que là, les problèmes s'en viennent. Un véhicule qui a déjà 150 000 milles, bien, c'est sûr qu'il y a plus de problèmes en vue que si tu as seulement 15 000. Oui, absolument. Absolument, mais ça revient à l'entretien. S'il a été vraiment bien entretenu, puis ils ont suivi les demandes du concessionnaire et tout, ça peut être bien quand même. Tu dirais, il y a quel pourcentage de la population qui fait ces changements d'huile, exemple, quand c'est le temps? Je dirais un 60 à 70. Fait qu'il y a un gros pourcentage de gens qui sont négligents là-dessus. Ça arrive malheureusement. Souvent des locations. Et quel pourcentage des gens font traiter à l'huile un véhicule? Parce que je pense que c'est la première chose à faire quand tu achètes une voiture. On en voit beaucoup quand même, je dirais. Mais là, avec les véhicules électriques, c'est de moins en moins, c'est sûr. Mais en général, le monde sont soucieux quand même. As-tu un autre point? Non, c'était surtout aussi suivre ton instinct. Le véhicule peut être beau. Ça peut être le modèle qu'on recherche, mais dépendant du vendeur particulier ou concessionnaire. Ta petite voix te dit non, achète pas ça. Je l'ai déjà vécu, ça. Un mauvais vibe, là, ça ment pas. Oui, parce que c'est sûr que, c'est comme faire une rencontre avec quelqu'un de nouveau dans ta vie. La personne est bien belle, elle est bien gentille, mais il faut voir au-delà. Et je pense que c'est le même phénomène avec une voiture. Parfois, là, le premier coup d'œil, wow, hey, je me verrais dans ce véhicule-là. Mais il est important de faire, comme tu le dis si bien, de faire ses devoirs parce que les petites surprises vont coûter cher plus loin. Un petit, les red flags, comme on dit en anglais. Là. Exactement. Ouais. On parle de véhicules usagés. Est-ce que, justement, l'achat d'une voiture neuve devient un privilège de riche maintenant? C'est sûr que les prix ont augmenté. As-tu cette impression-là? Les taux d'intérêt sont ce qu'ils sont. Ça coûte cher à assurer. Oui, puis surtout les véhicules électriques, à cette heure, ça coûte beaucoup plus cher à assurer à cause des bris reliés à la batterie qui coûtent 20-25 000 Ouais. Mais c'est un mal nécessaire, si on veut. Mais effectivement, à cette heure, un véhicule en bas de 40-50 000, il n'y en a pas, beaucoup. Non. Max, nous allons prendre une petite pause. Pour parler justement d'une entreprise de premier plan que tu connais bien, puisque tu es gérant et propriétaire de l'endroit. Je vous parle donc d'un endroit spécialisé dans le domaine de la mécanique et de son entretien et qui propose un rendement des plus crédibles et reconnus. L'atelier de mécanique générale de Fast Tuning pour des résultats et un service complet et exclusif, et ça à des prix compétitifs. Un personnel accueillant, un service compétent, spécialisé aussi en véhicules européens. Une bannière existant déjà depuis plus de 20 ans, donc une fiabilité reconnue. Un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Fast Tuning, c'est sur 223 Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450. C'est le 470-1333. Le client est notre priorité, notre promesse, un service de qualité. Petite question d'actualité. Avant d'y aller avec ma question, as-tu d'autres points que tu voudrais mentionner pour les véhicules usagés? Parce que moi, je vais te questionner sur les véhicules électriques maintenant. Bien, en fait, oui, j'avais un point pour les véhicules électriques. Faire vérifier par un garage reconnu pour les véhicules électriques, faire vérifier Très important. la batterie principale du véhicule. Et s'assurer que les rappels ont tous été faits au concessionnaire. Certaines fois, certaines batteries ont été remplacées sous garantie. Puis, là, c'est un vrai désastre. Oui, effectivement. Jusqu'ici, as-tu confiance aux véhicules électriques? Je vous dirais qu'on s'en va vers là, oui. Est-ce que ça va être le futur à 100 %? J'y crois pas. Il y a l'hydrogène aussi qui est intéressant. Okay. L'hybride qui est très intéressant, surtout au Québec, parce que c'est vaste, puis on ne veut pas rester mal pris, avec toutes les catastrophes qui arrivent aussi naturelles. Il faut dire que 2035, la date butoir là, pour éliminer les voitures à carburant, ça arrive vite. Et je pense, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il me semble que c'est pas réaliste. J'y crois pas, non. Ça n'a aucun sens. L'essence n'est pas assez chère encore. Oui, il y a ça, mais aussi, du jour au lendemain, là, on va mettre où les bornes? Effectivement. Tu sais, je veux dire, on a déjà de la difficulté à se stationner, puis là, il va falloir mettre des bornes par-dessus ça n'a aucun sens. Non, et c'est d'attendre en ligne pour recharger ton véhicule, rendu à ce point-là. Est-ce que tu recommandes, là, disons que les véhicules électriques, là, depuis une bonne dizaine d'années, là, ça commence vraiment à s'implanter. Est-ce que tu recommandes l'achat d'un véhicule électrique ou tu as encore des réticences? Ça dépend de vos besoins. C'est sûr que quelqu'un qui va voyager, exemple, comme moi, je vais faire 65 km par aller et 65 retour. Oui. Ça peut être très bon. Par contre, il faut penser aussi qu'un véhicule électrique, c'est plus pesant, donc les pneus, ils passent plus vite.
OK. Beaucoup plus de rotation, l'alignement. Wow. Il y a de l'entretien quand Il y a même à beaucoup faire. plus d'entretien qu'un véhicule traditionnel. Bien, il n'y en a pas plus, mais il y en a quand même. Il ne faut pas penser qu'on achète un véhicule électrique puis Ouais. on ne touche plus à ça. Les pneus, ça s'use. C'est assez incroyable. On va parler de toi un petit peu en terminant. Tu es mécanicien depuis combien d'années? Moi, je ne suis pas mécanicien. Je suis OK, mais aviseur. tu es dans le domaine de la mécanique depuis Je suis combien de temps? depuis 2012. 2012. Ouais. Suite à quoi? En fait, j'étais livreur chez FedEx pendant des années, puis j'ai eu une opportunité avec mon ancien OK. propriétaire. Puis tu as dit, let's go, on fonce. Oui, on l'essaye. J'aimerais qu'on parle maintenant de l'entreprise Fast Tuning, un atelier de mécanique générale fort reconnu sur la Rive-Nord. On va vendre un peu de salade. Outre l'honnêteté et la courtoisie du personnel, quelle est la force de Fast Tuning? Tu connais bien l'endroit et le personnel est toujours accueillant, ça je l'ai remarqué. Oui, surtout la transparence. Oui, on est là, tous les business sont là pour faire de l'argent, mais il y a moyen de le faire Oui, c'est ça. sans abuser, là, on s'entend. Le client est quand même roi chez nous. On ne donne pas nos services, non, mais vous allez toujours avoir l'heure juste, puis le suivi de votre véhicule, tout est en historique. On vérifie avant de... Exact. On se rappelle du client quand il revient. Effectivement, les garanties et toutes ces pièces, c'est très important. On va sûrement se revoir pour une chronique pour préparer l'hiver bientôt. Je te remercie d'avoir été des nôtres. Et si tu veux donner l'adresse de Fast Tuning, comment on peut faire appel à vos services? 223 Notre-Dame à Repentigny, numéro de téléphone 450-470-1333 ou par courriel fast_tuning@belnet.ca ou encore par Facebook. Bien, un endroit où il y a beaucoup de travail à effectuer, bien, ça représente la meilleure des garanties, je pense, pour le client. Et c'est le cas chez Fast Tuning. Je veux dire, quand on passe là, il y a des véhicules partout. C'est fou comment vous avez beaucoup de travail. Je vais te souhaiter, Maxime Cannon, un bel automne et je te dis tout simplement à bientôt. Merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. Merci, Max. Maintenant, c'est avec fierté que je vous parle d'un partenaire important de l'émission Flashback. Et pour certains, le terme vieillir est source d'inquiétude et d'inconfort, mais plusieurs solutions anti-vieillissement sont disponibles. Et c'est d'ailleurs la grande spécialité de Mélanie Drapeau Académie. Et que ce soit pour le visage, le cuir chevelu, vos lèvres, notamment avec les injections au Botox, afin de vieillir en beauté, choisissez des options de qualité éprouvées. Une gamme de services sécuritaires pour défier les effets du temps. Des professionnels dévoués pour révéler votre beauté. Et pour nous rejoindre, c'est plutôt simple. Textez-nous 450-999-0540. Mélanie Drapeau Académie, une clinique médico-esthétique unique. Donc, merci à Effet Tandem, un club de rencontres très important, Effet Tandem pour des résultats concrets et également à Pixel, incontournable quand on parle d'imagerie. Merci à nos trois invités. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.